Le boulet arrive sans prévenir, frôle la selle et brise l'os. Le maréchal Masséna tombe de cheval. Nous sommes à Essling, au bord du Danube, en mai 1809, et l'armée française agonise. Les ponts sur le fleuve viennent de céder sous la crue. Napoléon, à quelques centaines de mètres, comprend que la bataille bascule. Autour de lui, la fumée noircit le ciel. Asperne brûle depuis la veille, ses ruelles jonchées de corps que personne n'a le temps de relever. Et voilà que son meilleur soldat gît à terre, la jambe brisée. Un homme normal aurait renoncé. Masséna a 51 ans, et il a survécu à 30 ans de guerre. Il pourrait se laisser porter à l'arrière, fermer les yeux, attendre. Il choisit autre chose. Il exige une calèche, et on l'installe au milieu du fracas, entouré de ses aides de camp. Il continue à donner ses ordres depuis cette voiture, sous le feu, comme si la douleur n'existait pas. Les soldats le voient passer, la voix rauque, la jambe fracturée, et cette image les traverse comme un courant électrique. Un maréchal blessé qui refuse de quitter le champ vaut sans renfort. Pour comprendre cet homme, il faut poser une chose simple dès le départ. Masséna ne supporte ni la défaite, ni la pauvreté, ni l'autorité qu'il juge inutile. Toute sa vie découle de ces trois refus. Un gamin sans père qui a fui la misère par la mer. Un sous-officier que l'armée royale a jugé indigne de devenir capitaine, à cause de sa naissance. Un général qui n'a jamais accepté qu'un ordre absurde lui coûte une victoire, ni qu'une fortune conquise lui échappe. Gardez ces trois traits en tête. Ils expliquent tout ce qui va suivre. André naît à Nice le 6 mai 1758. La ville appartient alors au royaume de Sardaigne, pas encore à la France. On y parle le niçois, un dialecte occitan, et l'italien reste la langue de l'administration. Masséna grandit donc dans un monde qui n'est pas encore tout à fait français, à la frontière de plusieurs cultures, plusieurs langues, plusieurs allégeances. Ce n'est qu'en 1793, pendant la Révolution, que le comté de Nice sera rattaché à la France. Masséna, déjà engagé dans l'armée française depuis près de 20 ans à ce moment-là, devient alors, presque malgré lui, un enfant de deux mondes à la fois. Son père, marchand de vin, meurt de tuberculose quand André a 6 ans, et sa mère se remarie vite. L'enfant grandit à Levance, dans l'arrière-pays, terre où sa famille possède quelques biens. On le dit turbulent, et il ne sait presque pas lire. À 13 ans, il est encore quasiment analphabète, livré à lui-même, sans personne pour lui apprendre les lettres. C'est l'armée, bien plus tard, qui lui enseignera à lire et à écrire correctement. À 14 ans, un oncle tente de le placer en apprentissage, chez un boulanger, puis chez un savonnier. Rien ne prend. André s'enfuit et embarque comme mousse sur un navire marchand, traversant l'océan plusieurs fois. Imaginez la scène. Un gamin de 13 ou 14 ans, seul, sur le pont d'un 3-mâts, au milieu d'hommes 2 fois plus âgés que lui. Pas de famille pour le protéger. Pas de nom pour le faire respecter. Seulement ses bras, sa volonté, et cette obligation d'obéir sans discuter à des officiers qui ne le connaissent pas. C'est une école dure. Personne ne lui fait de cadeaux. Mais c'est aussi la première fois qu'il découvre qu'un homme sans naissance peut se faire une place, à force de tenir bon quand les autres flanchent. Cette vie en mer le forge. Il apprend à dormir n'importe où, à manger n'importe quoi, à ne jamais se plaindre du froid ni de la faim. Plus tard, ces hommes raconteront cette endurance sans faille. Ce n'est pas un hasard, c'est un gamin de la mer qui a tout appris avant même de porter un uniforme. À 17 ans, il s'engage dans le régiment royal italien, à Toulon. La caserne est un monde à part, rude, cadencé par le tambour et la discipline, entre réveil avant l'aube, exercice sur la place d'armes et corvée sans fin. Il gravit les échelons lentement, caporal, puis sergent, puis fourrier. Sous l'Ancien Régime, sans naissance noble, impossible de devenir officier, et ce plafond ne bouge jamais. Des hommes bien moins doués que lui, mais nés dans la bonne famille, le dépassent en quelques années, arrivant tout juste sortis d'une école militaire, sans avoir jamais dormi une nuit à la belle étoile. Masséna les regarde partir, sans un mot, mais sans jamais l'oublier non plus. Il apprend, dans ses années de service obscur, une discipline de fer et une connaissance intime de la vie du soldat de rang, celle qu'aucun officier noble ne possède vraiment. En 1789, après 14 ans de service, Masséna quitte l'armée.
Il n'a que 31 ans. Le système a déjà décidé qu'il ne mérite rien de plus. Il s'installe à Antibes et épouse Rosalie Lamarre, fille d'un chirurgien, en août 1789. Pour vivre, il fait de la contrebande le long de la frontière sarde, fruits, huile, marchands diverses, passer de nuit entre les collines. Des mulets chargés qui avancent sans bruit, des hommes qui se taisent, chaque faux pas pouvant coûter la marchandise, ou la liberté. Cette période reste floue dans les archives, mais elle explique beaucoup. Masséna connaît par cœur les sentiers de montagne, l'école, les passages discrets. Il apprend à lire un terrain dans l'obscurité, à deviner une sentinelle au bruit du vent, à faire confiance à son instinct plutôt qu'aux ordres écrits. Cette leçon-là ne le quittera jamais. Des années plus tard, quand il faudra franchir des cols entiers de nuit pour surprendre un ennemi endormi, ce sera exactement la même expérience qui reviendra. Puis vient 1789. La Révolution éclate. Elle bouleverse tout, y compris le destin de cet ancien sous-officier oublié. La naissance ne compte plus. Le talent, oui. En 1791, Masséna est élu lieutenant-colonel des volontaires du Var. L'armée qu'il avait rejetée pendant 14 ans lui ouvre grand ses portes en quelques mois. Il faut imaginer ce que représente ce basculement pour un homme comme lui. Du jour au lendemain, ce que la naissance interdisait devient accessible au mérite seul. Des milliers d'anciens sous-officiers, dans toute la France, vivent le même vertige. Une génération entière d'hommes de troupes se retrouve soudain propulsée vers des commandements qu'elle n'aurait jamais pu espérer 10 ans plus tôt. Masséna fait partie des plus doués de cette génération, mais il n'est pas seul. C'est tout un monde ancien qui s'effondre pour en laisser émerger un autre, plus brutal, plus incertain, mais infiniment plus ouvert au talent brut. Fin 1793, il participe au siège de Toulon. La ville, livrée aux Anglais par des royalistes qui préfèrent l'occupation étrangère à la République naissante, résiste derrière des forts puissants. Autour de la ville, les représentants en mission envoyés par la Convention exigent des résultats rapides, sous peine de voir leur propre tête menacée par les soupçons de mollesse envers l'ennemi. Ce climat de terreur politique pèse sur chaque décision militaire. Les assauts frontaux coûtent cher et n'avancent à rien. C'est alors qu'un jeune capitaine d'artillerie propose autre chose, concentrer le feu sur le fort qui commande la rade plutôt que multiplier les charges inutiles. Le plan fonctionne, et Toulon tombe en quelques jours. Cet artilleur s'appelle Napoléon Bonaparte. Masséna retient la leçon, une manœuvre bien pensée vaut mieux que 10 assauts héroïques, et il retient aussi ce jeune officier, dont l'intelligence tranche avec la médiocrité ambiante. Sa progression devient fulgurante, général de brigade en août 1793, général de division 4 mois plus tard. En novembre 1795, il remporte la victoire de Loano, dans les montagnes Ligures, sur ce même terrain qu'il arpentait jadis pour ses affaires de contrebande. Cette victoire ouvre les portes de l'Italie du Nord. Et logiquement, le commandement de la prochaine campagne devrait lui revenir. Paris en décide autrement. Le directoire choisit un général plus jeune que lui de 11 ans, Bonaparte. On pourrait croire à une rivalité amère. Rien de tel. Masséna comprend vite qu'il a affaire à un chef d'exception. Il met toute son énergie à son service. La campagne d'Italie devient leur terrain commun. À Dego, en avril 1796, il enlève les positions autrichiennes en quelques heures, sans laisser à l'ennemi le temps de se reformer. Ses hommes montent à l'assaut de pentes escarpées, sous la mitraille, avec une discipline que peu d'armées européennes possèdent encore à cette époque. À Lodi, quelques semaines plus tard, Bonaparte charge en tête sur le pont, sous le feu. Mais c'est Masséna qui organise la poursuite. Il ne laisse jamais un ennemi en déroute reprendre son souffle. Là où d'autres généraux se contentent d'une victoire, lui presse, harcèle, ne lâche rien. Ces hommes le surnomment le Rossignol, à cause de sa voix perçante qui porte sur le champ de bataille, capable de couvrir le fracas de l'artillerie pour lancer un ordre à 100 mètres. Le sommet de cette campagne arrive en janvier 1797, à Rivoli. La nuit est glaciale. À Vérone, les hommes de Masséna se sont déjà battus le 13 janvier quand ils reçoivent un ordre, marcher immédiatement vers Rivoli. Ils partent dans l'obscurité totale, sans torcher, sans bruit, rien que le pas sur les chemins gelés. Les Autrichiens préparent un piège en 5 colonnes convergentes, et il n'existe qu'une seule chance de le briser, arriver à temps.
lorsque la division de Masséna surgit enfin sur le champ de bataille, au petit matin du 14 janvier, elle est épuisée, mais elle arrive exactement au moment où une colonne autrichienne s'apprête à déborder l'aile française. La bataille bascule. Et ce n'est pas fini. Dès la victoire acquise, sans repos, ces mêmes hommes repartent vers le sud, marchent toute la nuit suivante, et livrent un nouveau combat à Mantoue le lendemain. Au total, en 3 jours, la division de Masséna aura parcouru près de 150 km, en combattant à chaque extrémité de cette marche. Les Autrichiens perdent des milliers d'hommes. C'est un désastre pour Vienne. C'est après cette bataille que Bonaparte prononce les mots qui vont suivre Masséna pour le reste de sa vie. Il le désigne comme l'enfant chéri de la victoire. L'expression fait mouche. Elle circule dans toute l'armée, puis dans toute la France. Cet ancien contrebandier sans instruction devient une légende vivante, adoubé par le plus brillant général de la Révolution. Mais très vite, ce surnom se retourne contre lui. Ses détracteurs, et parfois ses propres soldats excédés par ses réquisitions, le déforment en enfant pourri de la victoire. Un simple jeu de mots. Mais un jeu de mots qui dit tout de la réputation grandissante de Masséna, celle d'un homme aussi doué pour gagner des batailles que pour s'enrichir sur leur passage. Et pourtant, malgré cette réputation, ces hommes lui restent fidèles jusqu'au bout. C'est que Masséna n'a rien du général distant qui gouverne depuis une carte étalée sur une table, loin du danger. Ses soldats le voient constamment sur le terrain, à cheval au milieu des colonnes en marche, partageant parfois leur bivouac sans façon, mangeant la même soupe claire que le dernier des fantassins. Ce n'est pas de la démagogie calculée. C'est simplement l'habitude d'un homme qui a lui-même porté le sac et le fusil pendant 14 ans avant de devenir officier, et qui n'a jamais oublié ce que représente la fatigue, la faim, la peur du soldat de rang. Cette proximité, rare chez des chefs souvent issus de la noblesse, explique en grande partie la loyauté que lui vouent ses troupes, y compris dans les pires moments, comme à Gênes quelques années plus tard. Mais cette gloire s'accompagne déjà du nombre. Sur les terres conquises d'Italie, les réquisitions se multiplient. Œuvres d'art, argenterie, numéraires. Les plaintes affluent jusqu'à Paris. Certains parlent ouvertement de pillage organisé. Bonaparte s'agace, mais ferme les yeux, tant que Masséna continue de gagner. C'est le paradoxe de cet homme. Une bravoure totale sur le champ de bataille. Une soif d'argent qui ne le quittera jamais, comme si le petit orphelin de Levance n'avait jamais cessé de craindre la misère. Cette réputation va le poursuivre toute sa vie. Nous la retrouverons plusieurs fois. Mais retenez-la maintenant, une fois pour toutes, elle ne changera plus de nature, seulement d'ampleur. En 1799, la situation militaire de la France se dégrade brutalement. Une nouvelle coalition attaque sur tous les fronts à la fois. En Italie, les Français reculent devant les Austro-Russes de Souvorov. Le Directoire vacille. Chaque défaite alimente la crise politique qui va conduire, quelques mois plus tard, au coup d'État de Bonaparte. En Suisse, la République helvétique, satellite français, risque l'écrasement. Voilà la situation. Le commandement de ce théâtre revient à Masséna. Voilà le danger, et il faut en mesurer l'ampleur. Face à lui, un nom qui glace le sang de toute l'Europe coalisée, Alexandre Souvorov. Ce vieux général russe passe pour invincible. Il vient d'écraser les Français à plusieurs reprises en Italie du Nord, reconquérant en quelques semaines tout ce que Bonaparte avait mis un an à gagner. 2 armées ennemies convergent vers Masséna, celle de Korsakov depuis le nord, celle de Souvorov qui traverse les Alpes depuis l'Italie par le col du Saint-Gothard, dans des conditions d'une difficulté extrême, des sentiers à peine praticables, des précipices vertigineux, un froid mordant pour une armée mal équipée. S'il laisse ces 2 armées faire leur jonction, tout est perdu. Voilà la décision. Frapper Korsakov avant l'arrivée de Souvorov. Fin septembre 1799, il attaque Zurich. La bataille se déroule rue par rue. Korsakov est écrasé. Son armée est mise en déroute. Voilà le prix. Des milliers de morts des 2 côtés, une ville dévastée. Voilà la conséquence. Quand Souvorov arrive enfin, épuisé par sa traversée des Alpes, convaincu de voler au secours d'une armée intacte, il découvre qu'elle n'existe plus. Sa fureur est telle que des témoins le décrivent hors de lui, refusant presque d'y croire.
Il doit rebrousser chemin à travers des montagnes hostiles, abandonnant des milliers d'hommes, des canons, des chevaux dans la neige. En quelques jours de manœuvre, Masséna vient de briser l'invincibilité d'un mythe vivant de la guerre européenne. Cette victoire sauve la République d'un effondrement total. Sans elle, les armées coalisées auraient pu déferler sur la France elle-même, à un moment où Bonaparte se trouvait encore en Égypte. Beaucoup d'historiens considèrent Zurich comme le vrai chef d'œuvre de Masséna. Plus encore que Rivoli. Parce qu'il y démontre, seul, sans la tutelle de Bonaparte, qu'il peut briser l'invincibilité d'un mythe vivant de la guerre européenne. Paris exulte. Le Directoire, aux abois, trouve enfin une victoire à célébrer. Le nom de Masséna résonne dans toute la capitale, au moment précis où Bonaparte débarque en secret de son expédition d'Égypte pour s'emparer du pouvoir. Les deux hommes, sans le savoir encore, s'apprêtent à écrire ensemble le chapitre suivant de l'histoire de France. L'année suivante, en 1800, Bonaparte, devenu premier consul, confie à Masséna une mission presque impossible. Voilà la situation. L'armée d'Italie est exsangue, mal payée, écrasée en nombre. Bonaparte prépare en secret une contre-offensive par les Alpes. Il a besoin de temps. Voilà le danger. Masséna se retrouve enfermé dans Gênes, encerclé par terre et par mer, la flotte anglaise bloquant tout ravitaillement. Le typhus se répand dans les rangs affaiblis. Chaque jour apporte son lot de morts, par la maladie autant que par les bombardements incessants des Anglais depuis la mer et des Autrichiens depuis les hauteurs environnantes. Les hôpitaux improvisés débordent, les médecins manquent de tout, jusqu'au linge propre pour panser les blessures. La ville sombre vide dans la famine. Le pain se fait avec du son, de la farine avariée, parfois de la sueur. Des habitants meurent en pleine rue. Les bombes pleuvent depuis les collines et depuis la mer. Des soldats mangent de l'herbe arrachée entre les pavés, font bouillir des cuirs pour en tirer un semblant de bouillon. Des officiers racontent avoir vu des chevaux d'artillerie, à bout de forces aussi, s'effondrer entre les brancards sans qu'on puisse même les manger, faute de bois pour faire du feu. Voilà la décision. Masséna refuse toute capitulation humiliante. Il arpente les remparts chaque jour, sans relâche. Il partage les mêmes privations que ses hommes, sous le feu, sans jamais se réfugier dans un quartier général confortable. C'est cette présence constante qui empêche la garnison de basculer dans la mutinerie. Voilà le prix. 2 mois de souffrance. Le 4 juin, après le siège le plus dur de sa carrière, Masséna évacue enfin Gênes, mais avec les honneurs de la guerre, ses hommes gardant leurs armes et leurs drapeaux. Il a fallu des jours entiers de négociations acharnées avec les officiers autrichiens pour obtenir ces conditions. Masséna refuse toute clause qui ressemblerait à une reddition sans gloire, discutant chaque article avec la même obstination qui l'a mise à défendre chaque rue de la ville. Voilà la conséquence. En immobilisant devant Gênes une grande partie de l'armée autrichienne pendant des semaines cruciales, Masséna a donné à Bonaparte le temps de franchir les Alpes par le Grand Saint-Bernard, dans un exploit logistique où l'on démonte les canons pour les faire passer sur des troncs d'arbres évidés, tractés à bras d'hommes sur des sentiers de montagne. 10 jours à peine après la chute de Gênes, les deux armées se rencontrent dans la plaine du Piémont, près d'un petit village nommé Marengo. La bataille bascule plusieurs fois, les Français reculent d'abord sous la pression autrichienne, avant qu'une contre-attaque menée par le général Dessay, arrivé in extremis avec ses troupes fraîches, ne renverse totalement la situation en fin de journée. Dessay meurt en tête de cette charge décisive, ignorant qu'il vient d'offrir à Bonaparte l'une des victoires les plus retentissantes de sa carrière. Bonaparte écrase les Autrichiens. Sans le sacrifice de Masséna, cette victoire n'aurait sans doute jamais eu lieu. On pourrait croire qu'une telle abnégation vaudrait une reconnaissance éternelle. La réalité est plus dure. À peine la paix revenue, les accusations refont surface. Des commerçants génois, des officiers subalternes, accusent Masséna d'avoir détourné des sommes considérables pendant le siège lui-même, pendant que ses soldats mouraient de faim autour de lui. Certains vont jusqu'à prétendre qu'il aurait vendu à prix d'or des laissez-passer à des civils désespérés de fuir la ville affamée. Bonaparte, agacé, le relève de son commandement. Masséna se retire dans une propriété somptueuse qu'il vient d'acquérir à Reuil, entouré de jardins et d'une demeure digne d'un aristocrate de l'Ancien Régime, lui, l'ancien sous-officier que ce même Ancien Régime avait condamné à l'anonymat. Il ne reste pas longtemps dans l'ombre. Élu député de la Seine en juillet 1803,
il retrouve vite les faveurs du pouvoir. Mais Masséna n'est pas homme à se plier docilement. Il vote contre le consulat à vie, contre la vie même de celui qui va bientôt le couvrir d'honneur. Ce n'est pas un caprice isolé. Masséna reste, au fond de lui, un homme de la Révolution. Il n'a jamais totalement admis la manière dont Bonaparte s'est emparé du pouvoir lors du coup d'État de Brumaire. Jacobin dans l'âme, il le restera toute sa vie, même quand il portera un titre de prince. Peu importe, aux yeux de Napoléon, tant que le talent militaire suit. En 1804, l'empereur crée la dignité de maréchal d'Empire. Masséna figure parmi les tout premiers nommés, malgré son vote, malgré son indépendance de caractère. Quand un général vient le féliciter pour ce bâton tant attendu, Masséna répond sèchement, « Nous sommes 14 ». Une phrase qui dit tout de son caractère. Pas de fausse modestie, pas d'effusion, juste un constat froid sur le nombre d'hommes qui viennent de recevoir le même honneur que lui. Voici l'ancien sous-officier sans naissance, hissé au sommet par un homme qui l'a vu débuter comme un jeune capitaine inconnu, 11 ans plus tôt, sous les remparts de Toulon. Cette relation entre les deux hommes ne ressemble à aucune autre parmi celles que Napoléon entretient avec ses maréchaux. Pas de familiarité. Pas de ces marques d'affection que l'empereur réserve parfois à d'autres. Napoléon connaît trop bien les travers de Masséna pour lui accorder une confiance sans réserve. Mais il sait aussi qu'aucun autre général ne possède ce sang-froid absolu sous le feu, cette intelligence tactique instinctive. Alors il lui pardonne ce qu'il ne pardonnerait à aucun autre. Les pillages. Les retards calculés. Tant que les victoires suivent. Une relation transactionnelle, presque froide des deux côtés. Elle fonctionne tant que la fortune sourit aux armes françaises. En 1805 et 1806, il commande en Italie, puis conquiert le royaume de Naples. Voilà la situation, cette fois encore. Le roi Ferdinand a rejoint les coalisés. Napoléon veut le chasser et installer son frère Joseph sur le trône. Voilà le danger. La petite forteresse de Gaète, tenue par le prince de Hesse-Philippsthal, refuse obstinément de se rendre. Elle tient tête à Masséna pendant 5 mois entiers, immobilisant l'essentiel de son armée. Pendant ce temps, la Calabre se soulève contre l'occupant français, une insurrection populaire violente, nourrie par des siècles de méfiance envers tout pouvoir venu du Nord, et les Anglais en profitent pour débarquer un corps expéditionnaire qui inflige une défaite aux troupes que Masséna avait dû détacher sous le général Régnier, à Médard, en juillet 1806. Cette défaite, loin du théâtre principal des opérations, ternit un temps la réputation d'invincibilité de l'armée française en Italie du Sud, mais Masséna, concentré sur son objectif, refuse de se laisser distraire. Voilà la décision. Masséna refuse de lever le siège malgré la pression. Il masse patiemment ses forces, double ses effectifs, reprend en personne le commandement des opérations fin juin. Voilà le prix et la conséquence. Le 18 juillet 1806, Gaète capitule enfin. Masséna, fidèle à son habitude, accorde des conditions de reddition généreuses à une garnison qui l'a fait attendre 5 longs mois. Là encore, les caisses publiques se vident étrangement vite sous son passage. Napoléon rappelle sèchement. Puis renomme, comme toujours. Sur place, on suggère un temps à Masséna de conseiller le nouveau roi Joseph Bonaparte dans l'administration du royaume. Napoléon, qui connaît son homme, s'y oppose fermement. Masséna, dira-t-il en substance, n'est bon à rien dans un gouvernement civil. Ce n'est pas une insulte gratuite. C'est un simple constat. Masséna déteste les bureaux, les décrets, les registres. Il excelle sur un champ de bataille et s'ennuie devant une table de travail. Napoléon l'a compris depuis longtemps, et il ne lui confiera jamais la moindre responsabilité administrative durable. En 1808, Masséna reçoit le titre de duc de Rivoli. L'ancien contrebandier de Nice porte désormais un titre ducal, et une fortune qui grandit à chaque campagne. Château de Reuil, hôtel particulier à Paris, œuvres d'art rassemblées en Italie et à Naples. Certains de ses propres officiers, écœurés, parlent de convois entiers de caisses suivant son état-major. Cette réputation ne l'empêche jamais de retrouver un commandement. C'est tout le système napoléonien. Le talent rachète presque tout, tant qu'il continue de produire des victoires. Cette même année 1808, un épisode presque comique révèle beaucoup sur les rapports entre les maréchaux et leurs souverains. Lors d'une partie de chasse à Reuil,
dans la propriété de Masséna lui-même, une compagnie de perdrix s'envole. Napoléon, myope comme une taupe mais toujours prompt à tirer le premier, épaule et fait feu. Un grain de plomb va se loger dans l'œil de Masséna, qui marchait tout près de lui. La douleur est atroce. Masséna comprend immédiatement son œil est perdu. Mais il comprend aussi, en une fraction de seconde, qu'il n'a rien à gagner à désigner le vrai responsable. Alors, en courtisan habile, il accuse le maréchal Berthier d'avoir mal visé, alors que Berthier n'avait même pas tiré. Napoléon, soulagé de voir l'attention se détourner de lui, ne dément rien. Personne, dans l'assistance, n'ose contredire cette version arrangée. Masséna restera borgne jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, en une seule anecdote, tout ce système de faveur et de silence complice qui régit la cour impériale, et la finesse politique d'un homme qu'on croit pourtant taillé uniquement pour le champ de bataille. En 1809, l'Autriche reprend les armes. Encore borgne de son récent accident de chasse, Masséna ne se dérobe pas. La campagne se joue sur le Danube, devant Vienne. Dès les premiers jours, il se distingue à Lanchut et à Eckmühl, où ses manœuvres contribuent à disloquer le dispositif autrichien et à ouvrir la route de Vienne. Voilà la situation. Fin mai, l'armée française tente de franchir le fleuve. Masséna commande le corps chargé de tenir le village d'Aspern. Voilà le danger. Les ponts de bateaux cèdent sous la crue, coupant les troupes engagées de tout renfort. Aspern change de main à d'innombrables reprises. Chaque maison devient un champ de bataille. Le village brûle. Les corps s'entassent. Hentés dans les ruelles. Le fleuve, grossi par la fonte des neiges alpines, charrie des troncs d'arbres entiers qui viennent fracasser les pontons reliant l'île de Lobo à la rive gauche, à intervalles réguliers, si bien que des régiments entiers se retrouvent parfois à combattre à la baïonnette faute de cartouches. Voilà la décision. Tenir. Coûte que coûte. 2 jours durant, Masséna refuse de céder un pouce de terrain. Chaque assaut autrichien est repoussé au prix d'un corps à corps acharné, à la baïonnette, dans des maisons transformées en fortins. C'est en chevauchant entre ces lignes, pour coordonner cette défense, qu'un boulet lui broie la jambe. Ses aides de camp le voient blêmir, serrer les dents, mais ne pas crier. Voilà le prix. Il se fait hisser dans une calèche et continue de commander, sous le feu, malgré la fracture. C'est la scène par laquelle ce récit a commencé. Voilà la conséquence. Napoléon doit ordonner la retraite sur l'île de Lobo. C'est la toute première défaite tactique nette de sa carrière de commandant en chef, un choc pour toute l'Europe qui croyait l'empereur invincible sur un champ de bataille. Mais la conduite de Masséna, dans ce revers, ressort comme un exemple absolu de sang-froid. L'année suivante, il devient prince d'Essling. L'orphelin de Levance porte désormais un titre princier. 6 semaines plus tard, sur cette même île soigneusement fortifiée, Napoléon relance l'offensive. L'île de Lobo se transforme en camp retranché gigantesque, hérissé de plus de 100 pièces d'artillerie, relié à la rive gauche par des ponts renforcés capables de résister à la crue du fleuve. 180 000 hommes traversent le Danube en une nuit, sous la pluie, un exploit logistique considérable pour l'époque. Masséna, la jambe encore mal remise, se fait transporter au plus près des combats. Il tient l'aile gauche, exactement là où il avait failli mourir 6 semaines plus tôt, chargé cette fois de reprendre et de défendre Aspern lui-même. Le second jour, l'archiduc Charles tente d'envelopper cette aile pour couper Napoléon de ses ponts sur le Danube. C'est précisément le secteur de Masséna qui encaisse le choc le plus violent de toute la bataille. Il tient, malgré une pression numérique locale écrasante et sa propre blessure non cicatrisée. Cela donne à Napoléon le temps de lancer sa manœuvre décisive au centre, cette fameuse batterie de 100 pièces qui pulvérise le centre autrichien et ouvre la voie à la charge victorieuse. Wagram scelle la défaite autrichienne et impose une nouvelle paix humiliante à Vienne. Après ce triomphe, Masséna pourrait espérer une retraite paisible. Napoléon a besoin de lui pour une tâche plus périlleuse encore. En avril 1810, il lui confie l'armée du Portugal. Chasser les Anglais de la péninsule. En finir avec cette guerre qui saigne l'Empire depuis des années. Masséna, fatigué, la jambe encore douloureuse, refuse d'abord cette nomination. Il faut que Napoléon le sole. Ici personnellement, lui promettent tous les hommes, tout le matériel et tout le soutien nécessaire, pour qu'il finisse par accepter.
Voilà la situation. Masséna a 52 ans. Sa jambe garde les séquelles d'Essling. Face à lui, un adversaire d'une trempe exceptionnelle, Arthur Wellesley, futur duc de Wellington. Cette guerre ne ressemble à aucune de celles que Masséna a connues jusqu'ici. Pas de grande bataille rangée décisive. Un enlisement permanent, une guérilla implacable, des convois attaqués, des garnisons isolées massacrées. Les meilleurs généraux de l'Empire s'y succèdent sans percer. Envoyer Masséna relève presque du dernier recours. La campagne débute bien. Ciudad Rodrigo tombe après un long siège, sous les yeux même de Wellington, impuissant, qui observe depuis les collines environnantes sans pouvoir intervenir, faute de force suffisante pour risquer une bataille rangée à ce stade. La chute de cette forteresse espagnole, verrou stratégique commandant la route vers le Portugal, ouvre la voie à l'offensive française. Fidèle à sa réputation de général qui ne laisse jamais respirer un ennemi, Masséna ne s'attarde pas à savourer ce succès. Il relance immédiatement ses colonnes vers l'ouest. Puis Almeida, dont le principal magasin à poudre explose par hasard, rasant une partie de la ville. La garnison capitule le lendemain. La route de Lisbonne s'ouvre. Le 27 septembre 1810, les deux armées s'affrontent à Busaco, sur une crête que Wellington a choisie pour sa défense, un long plateau rocheux dominant toute la vallée. L'assaut français, lancé à l'aube dans un épais brouillard, se heurte à des lignes anglo-portugaises solidement retranchées, invisibles jusqu'au dernier moment. Les colonnes françaises montent à l'assaut sous un feu meurtrier, sans jamais voir clairement l'ennemi qui les fauche. L'assaut échoue, avec de lourdes pertes. Mais Masséna transforme cet échec tactique en manœuvre stratégique, contourne la position par le nord, et force Wellington, qui craint désormais d'être débordé, à poursuivre sa retraite vers Lisbonne. Voilà le danger, et il est immense. Les Français découvrent alors ce que Wellington a préparé dans le plus grand secret depuis des mois. Les lignes de Torres Vedras. 3 murailles de forts et de redoutes, sur des dizaines de kilomètres, rendant Lisbonne imprenable. L'armée française se retrouve bloquée devant cette forteresse, en plein hiver, dans un pays vidé de toute ressource. Sur ordre de Wellington, la population a détruit ses récoltes, ses moulins, ses réserves, emporté son bétail dans les montagnes. Les ordonnanças, milices populaires portugaises, harcèlent les colonnes isolées, coupent les traînards, referment la route derrière chaque détachement français. Une armée habituée depuis 15 ans à vivre sur le pays conquis se retrouve, pour la première fois, face à un territoire méthodiquement vidé. Les hommes de Masséna doivent marcher chaque jour des kilomètres de plus, simplement pour trouver de quoi manger, en s'exposant sans cesse aux embuscades. Mais le vrai danger, le plus insidieux, ne vient pas seulement des Anglais ni des Portugais. Il vient de l'intérieur même du commandement français. Masséna dirige 3 corps d'armée confiés à 3 maréchaux ou généraux qui, chacun à leur manière, supportent mal son autorité. Junot, qui a déjà conduit sa propre invasion du Portugal en 1807 avant d'être battu et rapatrié, digère mal de revenir sur ce même terrain sous les ordres d'un autre. Ney, habitué depuis toujours à commander seul, accepte à peine de recevoir des instructions. Le général Régnier, à la tête du second corps, se montre lui aussi de plus en plus sourd aux consignes de son chef, au point qu'un témoin de l'époque, le baron Thiébaut, attribuera plus tard un désastre entier au manque de confiance de Régnier envers la prévoyance de Masséna. Un peu plus loin, le général Drouet-d'Erlon reste carrément campé à Leiria avec plusieurs milliers d'hommes, prétextant qu'il ne répond qu'aux ordres du roi Joseph Bonaparte, et pas à ceux de Masséna. Un témoin de l'époque, l'officier Pellet, résume la situation d'une phrase amère: la mésentente éclate à toute occasion. Loin de Paris, loin de Napoléon, cette armée du Portugal se comporte parfois moins comme un corps uni que comme une fédération de rivalités personnelles. C'est dans ce climat déjà miné que Masséna doit affronter Wellington. Voilà la décision, et c'est la première grande erreur de la carrière de Masséna. Il s'entête, tente de tenir devant ses lignes le plus longtemps possible, espérant des renforts qui ne viennent jamais assez. C'est dans cet épuisement que la querelle avec le maréchal Ney atteint son point de rupture. Ney juge la position intenable. Il le dit ouvertement. Il retarde même certains ordres, estimant qu'ils exposent inutilement ses troupes. Pour Masséna, façonné par des décennies où l'autorité ne se discutait jamais, une telle insubordination est intolérable. En mars 1811, il relève Ney de son commandement, en pleine retraite.
Le scandale éclate dans toute l'armée. Voilà le prix. La retraite se déroule dans des conditions terribles. Des colonnes entières titubent sur des routes défoncées. Des chevaux d'artillerie, faute de fourrage, sont abattus puis dévorés séance tenante. Des blessés incapables de suivre sont abandonnés au bord des chemins, sachant le sort qui les attend. Des témoignages d'officiers survivants décrivent des hommes à bout de force titubant entre deux camarades, des traînards qui s'effondrent en silence, sans même un cri, sachant que personne ne s'arrêtera pour eux. Des régiments qui comptaient plusieurs milliers d'hommes en entrant au Portugal n'en rassemblent plus que quelques centaines en atteignant la frontière. Les pertes totales de cette campagne se comptent en dizaines de milliers d'hommes. Voilà la conséquence. Pour la première fois de sa carrière, Masséna subit un échec incontestable. Napoléon, furieux, le relève de son commandement dès mai 1811. Il ne recevra plus jamais de commandement opérationnel important. Des années plus tard, une fois les guerres terminées, Masséna et Wellington se retrouvent en personne, en toute cordialité. Masséna, tout excité de revoir son vieil adversaire, s'exclame en l'apercevant, « Ah monsieur le maréchal, que vous m'avez fait passer des moments. » Il ajoute, avec humour, ne plus avoir un seul cheveu noir sur tout le corps, tant cette campagne du Portugal l'avait fait vieillir. Wellington lui-même reconnaîtra plus tard que Masséna avait été, de tous les généraux français qu'il avait affrontés, celui qui lui avait donné le plus de fil à retordre. Un hommage qui, venant d'un tel adversaire, vaut sans doute toutes les décorations accumulées au fil d'une carrière aussi éblouissante que trouble. Il se retire à Paris, dans un hôtel de la rue de Bourgogne, entouré de sa fortune, mais tenu à l'écart des grandes batailles qui se poursuivent en Russie puis en Allemagne. Son fils, Jacques Prosper, porte désormais le titre de prince d'Essling. Sa fille a épousé le général Honoré Reille, lui aussi promis à un bâton de maréchal quelques années plus tard. La famille Masséna, partie de rien 2 générations plus tôt, s'installe durablement dans la noblesse d'Empire, mêlant son sang à celui d'autres grandes familles militaires nées, comme elle, du chaos révolutionnaire. En 1814, quand Napoléon abdique une première fois, il se rallie aux Bourbons, comme la plupart des maréchaux, et conserve son poste de gouverneur militaire à Toulon. Un an plus tard, quand Napoléon revient de l'île d'Elbe, il se rallie de nouveau à l'empereur. On peut y voir de l'opportunisme. On peut aussi y voir la lassitude d'un vieux soldat qui a suffisamment donné, et qui cherche avant tout à préserver ce qu'il a bâti. Après Waterloo, Masséna se retrouve dans une position délicate. Nommé commandant de la garde nationale à Paris, il maintient l'ordre dans une capitale occupée par les troupes prussiennes et anglaises, où l'incertitude politique règne à chaque coin de rue. Des scènes de pillage éclatent parfois, des soldats étrangers s'installent chez l'habitant, des royalistes exaltés réclament vengeance contre tous ceux qui portent l'uniforme impérial. Masséna, dans ce chaos, tente de maintenir un semblant d'ordre public, tâche ingrate pour un homme habitué à commander des armées entières et non à gérer des émeutes de rue. Mais son ralliement au 100 jours lui vaut d'être dénoncé devant les chambres. Il doit une fois de plus se justifier. C'est à cette période qu'il siège au conseil de guerre du maréchal Ney, son ancien lieutenant, devenu son adversaire acharné au Portugal. Ney risque la peine de mort. 2 hommes qui se sont haïs devant Torres Vedras se retrouvent face à face, l'un juge, l'autre a cessé. Usé. On imagine sans peine le poids de ce silence, chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit entre eux depuis la retraite du Portugal, la rancœur, peut-être aussi un respect qui avait survécu à la rupture. Aucun témoignage ne dit ce qu'échangèrent leurs regards ce jour-là. Masséna choisit, avec la majorité de ses collègues, de se déclarer incompétent pour juger un pair de France. L'affaire est renvoyée devant la Chambre des pairs. Un choix commode, diront certains, une manière élégante de se laver les mains d'une décision qui, de toute façon, se solderait par une exécution. D'autres y verront la dernière marque de considération qu'un vieux soldat pouvait encore offrir à un autre, refuser de porter lui-même le couperet. Cette dérobade n'empêche rien. Ney est condamné et fusillé le 7 décembre 1815, près de l'Observatoire de Paris, par un peloton composé pour l'essentiel de ses anciens compagnons d'armes. Les dernières années de Masséna se déroulent dans une semi-disgrâce. La tuberculose, celle-là même qui avait emporté son père à Levance, s'attaque à ses poumons. Ceux qui le côtoient alors le décrivent marqué par toute une vie de campagne. Le visage buriné par le soleil d'Italie, d'Égypte et du Portugal.
La démarche alourdie par la fracture jamais totalement ressoudée d'Aisling. Il parle peu, préfère observer, garde en toutes circonstances cette réserve méfiante héritée de ses années de contrebandier. Dans les salons parisiens où sa fortune lui ouvre désormais toutes les portes, il reste mal à l'aise, plus habitué au fracas des canons qu'aux subtilités de la conversation mondaine. Il s'éteint le 4 avril 1817, rue de Bourgogne, à 58 ans. Ses funérailles se déroulent en l'église Saint-Thomas d'Aquin, à Paris. 10 maréchaux d'Empire et près de 200 généraux se pressent pour lui rendre un dernier hommage, une foule considérable pour un homme tombé en disgrâce depuis des années. Il laisse à sa veuve Rosalie une fortune immense. Elle l'a suivi près de 28 ans, à travers presque tous les soubresauts de sa carrière, gérant avec un sens aigu des affaires cette richesse accumulée pendant que son mari courait les champs de bataille d'Europe. C'est elle qui fera édifier sa tombe au Père-Lachaise, un obélisque de marbre de Carrare de près de 6 mètres, orné de son buste sculpté par Bosio, d'une guirlande de laurier soutenue par 2 épées, dernier hommage d'une femme à l'homme dont elle aura partagé, en silence, toute l'existence tumultueuse. Comment juger un tel homme, 2 siècles plus tard? Napoléon lui-même prononça sur lui les jugements les plus contrastés qu'il ait réservés à aucun de ses maréchaux. À l'apogée de l'Empire, il le désignait comme le plus grand nom de son empire militaire, une formule qui place Masséna au-dessus de tous les autres, y compris Davout, y compris Murat. Plus tard, exilé à Sainte-Hélène, il confia à Lascaz un jugement plus nuancé, plus amer aussi. Il rappela que Masséna, d'un rare courage, avait un talent qui croissait avec l'excès du péril, toujours prêt à recommencer après une défaite comme s'il avait été vainqueur. Puis il ajouta cette phrase, restée célèbre, cela aurait été un grand homme si ses qualités brillantes n'avaient été ternies par l'avarice. Ces 2 jugements, presque contradictoires, disent à eux seuls toute la complexité du personnage. C'est peut-être là toute la clé. Un enfant sans père, sans fortune, sans protection, qui n'a trouvé sa place dans le monde que dans le fracas des batailles, et qui n'a jamais cessé, une fois cette place gagnée, de craindre de la reperdre. Ce qui frappe aussi, en relisant l'ensemble de cette carrière, c'est sa capacité à toujours renaître. Rejeté de l'armée royale à 31 ans, faute de naissance. Chassé d'Italie pour corruption en 1800. Chassé de Naples pour les mêmes raisons quelques années plus tard. Éborgné par accident en pleine disgrâce diplomatique, sans que cela n'entame jamais sa carrière. Chassé du Portugal après un désastre en 1811, son pire échec, celui qui aurait dû clore définitivement sa carrière militaire. À chaque fois, la disgrâce semble définitive. À chaque fois, quelques mois ou quelques années plus tard, un nouveau commandement, un nouveau titre, une nouvelle preuve que le système impérial ne sait tout simplement pas se passer de lui. Napoléon le rappelle sans cesse, parce qu'aucun autre général ne sait faire ce que Masséna sait faire sous le feu. Peu d'hommes, dans l'histoire militaire, auront autant cumulé les chutes et les résurrections. On comparera souvent Masséna aux autres grandes figures de la maréchalerie napoléonienne, et la comparaison avec Murat est sans doute la plus éclairante, tant les 2 hommes incarnent 2 idées opposées du courage militaire. Murat charge en tête, sabre au clair, dans un uniforme couvert de plumes et de broderies, cherchant visiblement à être vu, à devenir une légende vivante sous les yeux même de ses soldats. Masséna, lui, ne cherche jamais à être regardé. Il calcule, il manœuvre, il économise le sang de ses hommes autant que possible, et ne s'expose que lorsque sa présence physique change concrètement l'issue d'un combat, comme à Essling, dans sa calèche. Murat est un cavalier qui pense en cavalier, fait pour la charge, pour l'instant fulgurant qui décide d'une bataille en quelques minutes. Masséna est un tacticien qui pense en ingénieur, fait pour la manœuvre longue, pour le siège qui dure des mois, pour la marche forcée qui use les jambes avant d'user les épées. Les 2 hommes se croisent plusieurs fois pendant les campagnes d'Italie, sans jamais développer entre eux ni grande amitié ni franche inimitié, simplement le respect prudent que 2 professionnels d'exception se doivent l'un à l'autre. Là où Davout impressionne par sa rigueur, Hounet se distingue par une témérité parfois suicidaire, Masséna se singularise par une froideur calculatrice qui ne l'abandonne jamais, même au cœur du danger. Il ne cherche pas le geste héroïque pour lui-même. Il cherche la manœuvre qui tranche, la position qui décide d'une bataille entière. C'est un tacticien avant d'être un homme de panache. Cela explique peut-être pourquoi sa légende s'est un peu effacée derrière celle de figures plus romantiques comme Murat, dont la mort dramatique face à un peloton d'exécution en 1815, en habit chamarré jusqu'au dernier instant,
a marqué les imaginations bien plus durablement que la lente agonie tuberculeuse d'un vieux maréchal borgne dans un hôtel particulier parisien. Il ne faut pourtant réduire cet homme à une seule facette. Le stratège de Zurich, capable de manœuvres d'une précision d'horloger. Le défenseur de Gênes, partageant jusqu'au bout les souffrances de ses soldats affamés. Le blessé d'Essling, refusant de quitter le champ malgré une jambe brisée. Mais aussi l'homme accusé sans relâche de pillage. Le commandant dont l'entêtement au Portugal a précipité une armée entière dans le désastre. Le juge qui se dérobe devant le sort de son ancien lieutenant. Un dernier épisode, souvent rapporté par ses contemporains, résume assez bien ce mélange de sang-froid et d'insouciance physique qui a fini par forger sa légende. Lors d'une reconnaissance sous le feu, plusieurs années avant Essling, un boulet vient s'écraser à quelques pas de lui, couvrant son état-major de terre et de poussière. Tandis que ses officiers se jettent instinctivement à terre, Masséna reste immobile en selle, continuant sa phrase comme si de rien n'était, se contentant de brosser la poussière tombée sur sa manche d'un geste presque agacé. Ce genre d'anecdote, qu'elle soit rigoureusement exacte ou déjà enjolivée par le temps, circule dans toute l'armée et nourrit un mythe qui précède désormais Masséna sur chaque champ de bataille où il paraît. Les jeunes recrues, effrayés à l'idée de leur premier engagement, se rassurent en apercevant simplement sa silhouette trapue passer au galop derrière les lignes, comme si sa seule présence suffisait à repousser le sort funeste. Les historiens qui se sont penchés sur sa vie ont souvent buté sur cette même difficulté, refusé de trancher entre le génie et le vice. Le biographe britannique James Marshall Cornwall, dont l'ouvrage reste une référence sur le sujet, décrit un homme taciturne, peu loquace, se livrant rarement, préférant toujours l'action à la parole. Un homme aussi capable d'une bravoure physique absolue que d'une prudence calculatrice dès qu'il s'agissait de préserver ses intérêts financiers. Un chef aimé de ses soldats pour son courage sur le champ de bataille, mais redouté de ses officiers pour un caractère parfois cassant et des colères soudaines. Aucun historien sérieux, ni français ni étranger, n'a jamais réussi à faire pencher durablement la balance d'un seul côté. C'est peut-être la meilleure preuve que Masséna n'était ni un héros pur ni un simple prédateur, mais quelque chose de plus rare et de plus dérangeant, un homme dont les pires défauts et les plus grandes qualités procédaient exactement de la même source. Aujourd'hui, sa ville natale ne l'a pas oublié. À Nice, la place la plus vaste du centre-ville porte son nom, avec sa statue équestre qui domine la perspective jusqu'à la mer, entourée d'arcades ocre rouge et de fontaines. Un lycée porte également son nom, formant depuis des générations des jeunes gens qui ignorent parfois tout de la vie tumultueuse de celui dont ils empruntent chaque jour le nom sur le fronton de leur établissement. Un musée, installé dans une ancienne villa du bord de mer, conserve des souvenirs de sa carrière et de l'histoire de la ville. Cette mémoire locale, fière et presque affectueuse, contraste avec le jugement plus sévère que l'histoire nationale porte parfois sur cet homme partagé entre l'héroïsme le plus pur et l'appât du gain le plus trouble.